Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de notre émission Green Dean, le talk vert pour les pros. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Arnaud Odile, le fondateur de l'entreprise Permagogie. J'en profite d'ailleurs pour remercier nos financeurs. Cette émission bénéficie du soutien du Fonds social européen dans le cadre du Fonds de transition juste. C'est une émission qui a pour but de valoriser les entreprises qui se saisissent du sujet de la transition écologique, mais pas seulement. C'est aussi l'occasion pour vous, viewers, de découvrir un secteur, un métier, un parcours professionnel qui, je l'espère, sera susceptible de vous inspirer. Je vous propose, Arnaud, je te propose, on avait dit le tutoiement, je te propose de commencer avec la classique question de présentation. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que c'est que Permagogie au-delà du nom de ton entreprise? Oui, donc Permagogie, en fait, a pour ambition d'offrir une réponse aux enjeux du climat, de la biodiversité et de l'éducation. Et donc, c'est une entreprise individuelle que j'ai créée en 2024. Et puis, sur le statut, donc, ce statut-là, en fait, me permettait d'avoir des formalités simplifiées et puis également de pouvoir conserver donc une activité de salariat pendant la phase de lancement. Et donc, je réfléchissais à un moment donné de mon parcours à donc la possibilité de créer une activité ou bien en permaculture ou bien en pédagogie, qui sont deux domaines qui me passionnent. Et puis ben, dans ce travail de réflexion, en fait, il m'est apparu une évidence, c'était donc de pouvoir associer les deux sans avoir besoin de choisir, et d'où ce terme de permagogie, en fait, hein, qui est la contraction de permaculture et de pédagogie. Donc, l'objectif, c'est bien donc, du coup, de proposer, au travers de permagogie, des formations, de l'accompagnement de projets, ainsi que du conseil dans ces deux domaines. Voilà. Ok. Alors, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours professionnel, s'il te plaît? Oui, donc j'ai eu un parcours professionnel dans la Marine nationale, tout d'abord dans le domaine opérationnel, puis ensuite j'ai choisi une voie dans la pédagogie. J'ai été une dizaine d'années formateur pour adultes. Et puis ensuite, à partir de 2018, j'ai été conseiller pédagogique. C'est-à-dire que j'accompagnais la montée en compétences pédagogiques des formateurs, qui sont avant tout des experts métiers. Voilà. Et puis, j'ai occupé ces fonctions-là sur un site que je considère être comme un laboratoire d'innovation pédagogique, qui est le pôle École Méditerranée, qui est le plus grand centre de formation de la Marine nationale et qui accueille chaque année environ 8000 stagiaires et élèves, et qui est situé voilà, sur la presqu'île de Saint-Mandrier, dans un endroit qui est extrêmement agréable, face à la ville et au port de Toulon. Voilà. D'accord. Bon, déjà professionnel de la pédagogie au travers de ton parcours. Et qu'est-ce qui t'a amené à monter cette entreprise particulièrement? Alors pour en comprendre les raisons, il faut remonter un petit peu le temps, au milieu des années 2000, où j'ai eu réellement pris conscience des impacts des activités humaines. Et à partir de là, j'ai essayé de trouver des moyens d'action, de m'engager. Donc d'abord individuellement, en réduisant mon empreinte écologique, en réfléchissant sur la manière dont je me transportais, sur ma consommation d'énergie, sur mon alimentation, etc. Et je suis toujours aussi dans cette démarche-là. Puis ensuite, par sorte de cercle concentrique, d'élargir un petit peu et de voir ce que je pouvais faire en dehors, c'est-à-dire sur mon lieu d'habitation, sur mon site de travail, sur ma commune, en portant des projets, et puis également au niveau de l'agglomération, où là, j'ai trouvé dans l'engagement associatif, en fait, la possibilité de le faire. Alors, je vais profiter justement de notre rendez-vous d'aujourd'hui C'est l'occasion. pour juste voilà, citer mes modestes contributions dans la vie associative, mais je trouve que ces équipes-là font un tel travail de bénévolat qui est remarquable sur le terrain. Donc, il y a tout d'abord le collectif Varois pour l'agriculture urbaine, qui organise chaque année sur Toulon donc, les 48 heures de l'agriculture urbaine, qui est un rendez-vous national. Ensuite, il y a également l'association Ruche et Biodiversité, qui anime des jardins partagés, qui développe l'apiculture, et puis également qui promeut le circuit court. Et puis enfin, il y a la COP sur mer, qui est un supermarché participatif et qui propose une alternative économique en fait à nos modes de consommation. Et donc, au bout de ces formes d'engagement-là, eh bien, j'ai eu envie d'expérimenter la voie de l'entreprise, parce que je considère que les entreprises sont des parties prenantes de la transition écologique, et que ça peut être tout à fait un outil vertueux et qui permet aussi de rayonner de manière plus large dans son domaine d'action. D'accord. Bon, on transmettra les liens de ces associations dans le chat pour que vous puissiez vous aussi
y avoir accès. En effet, la transition écologique, c'est quand même avant tout une histoire d'engagement, qu'il soit personnel ou professionnel. D'ailleurs, donc, si je comprends bien, l'activité de ton entreprise, finalement, elle a deux volets. Il y a la permaculture et la pédagogie. Tu abordes la notion de pédagogie permanente. J'ai lu ça sur ton site. Est-ce que tu peux nous en dire plus au sujet de la pédagogie permanente? Oui, effectivement. Donc la pédagogie permanente, c'est un concept que j'ai créé et qui, très simplement, en fait, c'est la pratique d'une pédagogie qui s'inspire de la permaculture. Alors, on peut avoir un petit peu de mal à associer les deux, et pourtant, c'est tout à fait possible, puisque une petite précision sur la permaculture, en fait, on en a une vision de technique de production agricole, mais en fait, c'est un petit peu plus que ça. C'est une conception qui permet de créer en fait des endroits où il fait bon vivre. Voilà. Et comment on arrive à ce résultat-là? C'est que tout simplement, il y a des méthodes de gestion de projet, il y a des principes qui sont comme des sortes de règles du jeu. Et tout le jeu du permaculteur, c'est de créer en fait un plan, de créer un dessin, on appelle un design de permaculture, qui permet donc effectivement de voir tout ce travail de conception. Eh bien, en utilisant les mêmes outils, le pédagogue peut très bien, lui, concevoir un design pédagogique de ses formations et ainsi concevoir ses actions d'enseignement, quoi. D'accord. Et du coup, en quoi, selon toi, la pédagogie serait un élément prépondérant de la transition écologique? Alors, selon moi, la pédagogie va jouer un rôle de facilitatrice de la transition écologique, parce que sous l'effet de la transition écologique, effectivement, le domaine du travail, eh bien, le secteur du travail va être profondément remanié, avec des emplois qui vont se tarir dans certains secteurs, et puis qui vont se créer, des nouveaux emplois vont se créer dans d'autres. Donc, de fait, la pédagogie va vraiment donc, permettre la formation à ces nouveaux emplois, et puis également de faciliter bien la reconversion professionnelle. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que bien évidemment, la pédagogie, elle est aussi omniprésente dans l'éducation à l'environnement. Voilà. Ça permet de bien comprendre les enjeux écologiques, ça permet également de favoriser les comportements vertueux, et puis également de susciter l'engagement. Voilà. Il y a d'autres points également, puisque la transition écologique, en fait, passera par la sobriété. Et donc ce changement en fait de paradigme, eh bien, va nous contraindre à nous recentrer sur des valeurs telles que l'entraide, la solidarité, le partage, et puis aussi développer des savoir-être qui sont l'empathie, la bienveillance, l'esprit d'innovation, l'ouverture d'esprit, etc. Donc ça, vraiment, ces points-là, eh bien, la pédagogie permet de le développer. Et un dernier point, je rajouterais, si vous voulez bien, c'est que face à tout changement, forcément, on a des réactions ou de déni ou même de résistance à ces changements. De fait, la pédagogie doit permettre de passer de ces états-là à un état d'expérimentation et puis ensuite d'adoption de nouvelles pratiques et de nouveaux modèles. Voilà ce que je peux dire. L'apprentissage du changement, finalement. Ouais, exactement. Ok. Et est-ce qu'on peut considérer la permaculture comme, ne serait-ce qu'en partie, l'avenir de la production alimentaire de notre pays, en fait? Oui, alors à propos de la permaculture, c'est vrai que déjà, à l'instant présent, elle est pratiquée sur de nombreux sites en fait, sur notre territoire national. Donc ça déjà, c'est vraiment une réalité qui est ancrée dans les territoires. Eh bien, je vous répondrai par l'exemple, c'est-à-dire que dans un petit coin de campagne de Normandie, il y a une ferme, c'est un exemple emblématique, même si on aurait beaucoup d'autres, qui s'appelle la ferme du Bec et Loing. Pourquoi j'en parle? C'est parce qu'elle a fait donc l'objet pendant une dizaine d'années d'études de la part de l'Institut national donc des recherches sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ce qu'on appelle l'INRAE. Et ces études-là ont montré que sur un tout petit territoire, il était possible d'obtenir des hauts rendements de production, parfois qui sont même supérieurs à une agriculture conventionnelle type monoculture. Et puis également que cette activité-là, elle était viable économiquement, qu'elle était créatrice d'emplois, qu'elle se faisait avec très peu de pétrole, pas d'intrants chimiques, qu'elle était résiliente au changement climatique, et puis également qu'elle favorisait la biodiversité. Et on peut rajouter un dernier élément également, c'est qu'elle participe au dynamisme du tissu local. Donc ces exemples-là sont complètement intéressants.
Donc maintenant, ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est s'inspirer de ces modèles déjà existants et puis de pouvoir les multiplier. Et comment on peut procéder pour ça? Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être une méconnaissance finalement des principes de permaculture et du fait que ça puisse s'appliquer. Vous avez parlé de haut rendement, on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ça en lien avec la permaculture. Comment on pourrait procéder pour faire cette transformation-là? Eh bien, en fait, déjà, il faudrait repenser le modèle agricole tel qu'il a été construit, en tout cas son industrialisation depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et multiplier donc des exemples qui fonctionnent. Et ce qui est intéressant dans l'exemple dont je vous ai parlé, c'est qu'en fait, plus il y a de la performance écologique, et plus il y a de la performance économique. Et donc, alors qu'habituellement, on a plutôt un schéma de pensée qui sépare les deux, et pourtant, non, ça peut être tout à fait le cas. Donc, repenser le système agricole actuel, ça veut dire aussi pour certains repartir d'une page blanche, ce qui est pas évident. Ça veut dire également intégrer et élargir les modules de formation de permaculture dans certains secteurs d'activité, comme l'agriculture, comme le paysagisme. C'est également le cas par exemple dans l'architecture, ça pourrait être une bonne chose. Utiliser également la permaculture comme levier de développement de l'agriculture urbaine, qui pourrait, donc selon les derniers chiffres que j'avais vus, pouvoir représenter 10% de la production agricole française, donc ce qui est quand même pas négligeable. Euh, D'autant que disons, ça rendrait moins fragile notre système d'approvisionnement, hein, qui vient surtout de flux mondialisés. Et on a vu pendant la période de la crise sanitaire, effectivement, que la fragilité de notre système d'approvisionnement. Voilà. Un dernier point peut-être que je peux rajouter, c'est il faudrait cultiver son jardin. Voilà. Et Commençons par la base. oui. Et je reprendrai donc une citation d'un des cofondateurs de la permaculture, qui est Bill Mollison, et qui dit: le plus grand changement que nous pouvons faire, c'est de passer d'un statut de consommateur à celui de producteur. Voilà. C'est une belle fin de réponse. Ok. Et du coup, est-ce que tu as été soutenu par des organismes d'accompagnement ou qui sont spécialistes peut-être des activités de la transition écologique à la création de ton activité? Alors oui, dans le cadre de ma reconversion professionnelle, donc j'ai été soutenu par la structure d'accompagnement du ministère des Armées, qui s'appelle Défense Mobilité. Ensuite, tout récemment, j'ai éprouvé le besoin de me former à l'entrepreneuriat, parce que c'est un vrai métier. Donc j'ai fait appel à la société donc Ecopreneur, qui est spécialisée justement dans l'accompagnement des projets qui œuvrent donc pour l'écologie et puis l'éthique également. Et bon, c'est une formation que j'ai dû mettre en suspens, qui est sur une année, parce que voilà, j'avais faute de disponibilité. Mais en tout cas, voilà, je pourrais la reprendre ultérieurement. Donc voilà les soutiens finalement dont j'ai bénéficié. C'est important de le dire, je pense, parce que beaucoup de gens se lancent dans une création d'activité, qu'elle soit en lien avec la transition écologique ou pas, sans forcément avoir conscience de la possibilité d'être accompagné, d'être guidé. C'est très solitaire, l'entrepreneuriat, je pense que tu peux en témoigner. Du coup, c'est important quand même d'avoir cet aspect-là. Et dans le cadre de tes activités, tu as pu nouer des partenariats particuliers? Oui, j'ai pu en nouer un en particulier qui est avec un organisme de formation qui est situé à Toulon et qui me permet en fait d'utiliser leur plateforme d'enseignement à distance pour déposer et animer la formation que j'ai créée dans le cadre de Permagogie. Oh, c'est génial. Et on parle d'entrepreneuriat, il faut convaincre ses prospects dans ces cas-là. Comment tu procèdes? Alors c'est vrai que toute la difficulté en fait du service que je propose, c'est que ça passe forcément par une grosse étape de communication, parce qu'il faut sensibiliser, il faut informer, il faut éveiller les consciences. Donc tout ça, ça prend du temps, c'est un cheminement, un processus interne qui se fait. Après, c'est vrai que les médias aussi œuvrent beaucoup pour justement pour les prises de conscience. Donc, il faut être présent sur les réseaux, et puis il faut aussi avoir du temps pour proposer des contenus gratuits, ce qui est toujours apprécié. Oui, la sensibilisation, elle nécessite aussi de pouvoir proposer du gratuit. Je pense que c'est important de le dire.
Parce que tu peux vendre des prestations en veux-tu, en voilà. S'il n'y a pas une base de connaissances qui fait qu'à un moment donné, on a envie de s'ouvrir à tout ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ok, bon, on a parlé de la forme, on va parler du fond. Est-ce que tu peux me parler du métier de permaculteur? Oui, donc le permaculteur finalement, ou permacultrice, hein, on appelle également designer en permaculture, c'est celui qui a ou celle qui a la capacité en fait justement à aménager, à organiser un site qui sera productif, qui sera autonome, résilient, et en disposant finalement les différents éléments du site pour créer de l'interaction, et finalement on aura assez peu besoin d'intervenir dedans. Alors bien évidemment, tout en respectant l'objectif et la vision des commanditaires sur ce site-là, et puis en également associant. Et d'ailleurs, c'est d'ailleurs le point central de la pédagogie, pardon, de la permaculture, c'est une vision très humaniste, en centrant tout cela sur les activités humaines. D'accord. Et on parle d'humain. Pour être permaculteur, il y a certainement des qualités à privilégier. Lesquelles sont-elles selon toi? Oui, alors bon, tout d'abord le sens du relationnel, ça c'est important. Ensuite, je dirais la créativité, parce qu'on s'inspire beaucoup en permaculture des modèles de la nature. Voilà. La capacité d'adaptation aussi, parce que chaque site est différent. Euh, voilà, et puis voilà ce qu'on peut dire sur les principales qualités. C'est des belles qualités, mais qui sont importantes de prendre en considération, c'est évident. Et si on veut se lancer comme permaculteur, il faut se former, j'imagine. Comment on procède? Est-ce que tu peux nous raconter? Oui, donc alors j'identifie en fait dans le parcours de formation trois niveaux. Il y a un premier niveau qui est initial. Il y a beaucoup en fait de structures qui proposent justement des initiations à la permaculture, que ce soit sur une ou plusieurs journées, que ça peut être en présentiel ou bien en distanciel également, ou bien parfois même en mixant les deux. Ensuite, il y a un deuxième niveau qui est le cours certifié en permaculture, qui est un format standard international qui a été conçu par les fondateurs de la permaculture et qui fait toujours date à ce jour. Alors, ce n'est pas en fait un titre professionnel, ça délivre une attestation. Et c'est malgré cela, en fait, c'est quand même une forme de reconnaissance. Donc, c'est une formation qui est de 72 heures et qui est répartie sur 2 semaines. Voilà. Et puis j'identifie également un troisième niveau qui est proposé par l'Université populaire de pédagogie, qui est un diplôme de permaculture appliquée, le DPA. Et là, la formation se déroule sur 2 ans. C'est une formation qui est tutorée. Et pendant 2 ans, en fait, eh bien, le candidat ou la candidate mène des projets de conception, participe à des actions de formation, participe aussi ou anime donc des réseaux de partage d'expérience, enrichit un portfolio et ensuite eh bien, passe devant un jury pour la validation. D'accord. Bon, il y a plein de possibilités. Et j'imagine qu'il doit y avoir des formations spécialisées après sur des plans bien précis de la permaculture, j'imagine. Oui, justement, donc au jour d'aujourd'hui, donc ce qui me paraît quand même important, c'est de diversifier les offres, hein, pour quelqu'un qui se lancerait. Et puis, ça me paraît encore difficile, en tout cas pour l'instant, de pouvoir vivre uniquement de la conception en permaculture. Je pense qu'il serait aussi intéressant de se spécialiser, parce qu'en fait, la permaculture touche à beaucoup de domaines. Je pense à l'éco-construction, je pense à la gestion de l'eau, à la gestion des déchets, etc. Donc, notre société a aussi besoin de spécialistes avec une base de permaculture. Ouais. Considérant ce que tu disais tout à l'heure, où c'est une base de pensée, un mécanisme de fonctionnement aussi, ça peut s'appliquer à tous les secteurs du coup. Et donc toi, tu proposes de la formation aussi, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc alors c'est une formation initiale en permaculture. Alors initiale en fait, ça ne veut pas dire non plus qu'on ne développe pas de compétences, hein, bien au contraire, hein, on peut être une formation initiale et puis être ambitieuse. Donc là c'est le cas. C'est une formation donc, qui est déposée en ligne, comme je vous le disais tout à l'heure, qui est constituée de 5 modules. Pour chacun des modules, il faut compter environ 4 heures de travail en moyenne, essentiellement basé sur un apprentissage par vidéo. Il y a aussi des jeux de questions-réponses. Et puis, cette formation-là, elle est centrée sur une étude de cas. Et à partir de cette étude de cas, eh bien, le participant ou la participante est amené à réaliser à la fin de sa formation, à proposer un aménagement
justement d'un espace à partir d'un cas qui est fictif, mais qui pourrait voilà, ressembler à plein de cas en fait dans la vie de tous les jours. Et au fur et à mesure en fait de cette méthode qu'elle applique, qui est appliquée, eh bien, il y a un guide de formation qui est renseigné dans une technique de pas à pas. Et ce guide de formation eh bien, reste ensuite, hein, la personne le conserve et pourra de fait transférer les compétences qu'elle aura développées dans son contexte sur tout autre projet. J'ai souhaité aussi un dernier point dans cette formation-là, que ce soit aussi sous l'angle du voyage. Et donc, c'est un tour du monde de la permaculture que je propose au travers de cette formation-là. C'est-à-dire qu'à chaque fin de module, en fait, il y a une ou des vidéos de destinations différentes pour aller voir des permaculteurs ou des permacultrices qui mettent en œuvre leur projet. Donc voilà, je tenais absolument aussi à ce qu'il y ait ce côté évasion et surtout voir concrètement voilà, comment c'était mis en œuvre. Ça a l'air passionnant. Et alors le côté tour du monde dans ce cadre-là, il doit y avoir plein de choses à apprendre. Alors je vous laisse, si ça vous intéresse, vous rendre sur le site Permagogie qui vous permettra de prendre connaissance plus en détail des formations proposées par Arnaud. C'est l'occasion, enfin un petit peu de publicité aussi quand même. Dans le cadre de tes fonctions, tu travailles en collaboration avec des gens ou tu travailles plutôt de ton côté? Alors, pour l'instant, je travaille plutôt de mon côté, mais c'est vrai que je n'envisage pas l'entrepreneuriat sans collaboration. Enfin, pour moi, c'est vraiment essentiel. Alors oui, il y a des choses que j'aimerais bien faire. J'aimerais bien en fait collaborer pour pouvoir travailler au sein des entreprises ou bien dans leur démarche RSE ou bien également dans l'optimisation de leur management, voire même en fait de l'organisation des entreprises, parce que comme tu l'as très justement dit tout à l'heure, elle est adaptable à tous les pans d'une société et en fait on pourrait très bien calquer le fonctionnement d'une entreprise sur des principes et sur des méthodes de permaculture. Je suis super intriguée par cette partie-là. Je trouve que c'est intéressant quand il y a un mode de pensée complet qui peut être appliqué à plein de choses, que ce soit nous dans nos métiers d'insertion ou dans plein de choses. Je crois que la clé, elle se trouve ici en fait. Ça va être plus dans des modes de pensée qui permettent une mise en action au global et s'intégrer dans un collectif. On disait tout à l'heure que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'extrêmement solitaire, alors que ça pourrait ne pas l'être, justement. Donc je comprends que tu sois animé par ça aussi, c'est important. Et alors, est-ce que tu as adopté des technologies particulières dans le cadre de tes fonctions pour pouvoir soit améliorer ton efficacité énergétique, soit réduire ton empreinte carbone, ou même pour réduire tes déchets? Alors, Permagogie, en fait, c'est une structure qui est légère. Hein. J'ai pas de locaux commerciaux ou bien de production. Mais par contre, oui, je peux effectivement agir compte tenu de la taille de la structure, notamment sur mon impact carbone. En privilégiant certains modes de transport, comme par exemple ce matin, j'ai pris le vélo, le bateau et le bus pour venir vous voir. Je confirme. Mais donc tout ça avec beaucoup de fluidité. Et c'est pas du tout subi parce que c'est choisi. Voilà, donc tant que les déplacements restent efficaces, voilà, on peut limiter son empreinte carbone. Et puis également, une chose à laquelle je prête attention, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle. Hein, parce que déjà, les émissions liées donc, au numérique dans notre pays sont quand même assez conséquents. Et c'est vrai que cette intelligence artificielle pose question par rapport justement aux émissions de carbone. Donc j'ai comme ligne de conduite en fait d'en faire un usage vraiment au juste besoin et notamment je pense à l'intelligence artificielle générative. Ouais. C'est indispensable. J'ai fait une conférence la semaine dernière sur ce sujet-là et on ne se rend pas compte de ce qu'il y a derrière quand on est devant son ordinateur. On ne voit pas les data centers énormes qu'il y a derrière. Enfin, c'est un sujet, hein, réellement, l'intelligence artificielle aujourd'hui. Beaucoup de gens se questionnent sur la place de la créativité vis-à-vis de l'IA. Je me pose quand même beaucoup la question de la consommation autour. Et puis, enfin, sur les données qui sont transmises, il y a des choses qui ne sont pas encore au plus juste. Il y a une vraie étude qui doit être mise en place là sur ces sujets-là. En tout cas, à notre petite hauteur d'être humain dans cette société, on peut déjà réfléchir à sa consommation là-dessus aussi. C'est important de le dire. De ton côté, est-ce que tu peux me dire quels sont les objectifs à venir, tes prochains défis en matière de transformation, de transition écologique? Oui, oui, parce qu'en fait, comme tout passionné, bien évidemment, j'ai plein de questions.
Donc, pardon, plein de questions, j'ai plein de projets, j'ai plein d'idées. Et du coup, mais je dois faire un travail sur moi pour effectivement prioriser. Et le logo en fait de Permagogie, c'est donc la spirale. Donc je tiens absolument à partir du centre sur de petits projets pour ne pas m'éparpiller et puis grandir au fur et à mesure des étayages. Oui, par contre, il y a quelque chose sur lequel, un domaine sur lequel j'aimerais beaucoup travailler en intelligence collective, c'est celui de l'adaptation des villes au changement climatique et puis également à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et ça, j'aimerais beaucoup travailler. En fait, on peut très bien imaginer un pilotage par les collectivités locales avec des hydrologues, avec des architectes, avec des urbanistes, avec des naturalistes ou des écologues. Et ce que je trouve intéressant, en fait, d'intégrer des permaculteurs ou des permacultrices dans des groupes de travaux comme cela, c'est que, à double titre, c'est que tout d'abord, le permaculteur, et tu as fait allusion tout à l'heure, il a une vision globale. Voilà. Et de par sa formation, et c'est ce qu'on appelle une approche holistique. Et je trouve qu'aujourd'hui, pour trouver les réponses aux enjeux, il faut vraiment, en fait, je pense, se détacher de notre mode de pensée qui est un problème, une solution qu'on a comme ça acquis un petit peu par conditionnement. Et aujourd'hui, il faut vraiment voir les problématiques d'ensemble systémiques pour pouvoir y répondre efficacement. Et le deuxième point pour lequel c'est intéressant que la permaculture entre dans ces cercles de travail, c'est que tout simplement le permaculteur il a une vision du terrain. Et il part vraiment des observations, des observations. Donc même s'il a cette vision haute, il est quand même fortement ancré, voire s'enraciner, si je peux me permettre le jeu de mots. Tu peux. Et alors, quel conseil tu pourrais donner à un jeune professionnel qui souhaiterait choisir la voie de l'entrepreneuriat, qui plus est, ou pas, hein, mais en faveur de la transition écologique? Est-ce que tu as des conseils qui pourraient aller vers notre public en mission locale? Oui, alors le premier, c'est vraiment de rentrer dans une méthode de projet pour se préparer. Bien concevoir son projet, pour moi, ça me paraît essentiel parce que quand on est motivé, quand on a envie de s'engager, on peut être tenté de vouloir entrer tout de suite dans la réalisation de ce qu'on souhaite et dans la concrétisation. Donc il faut vraiment prendre le temps de s'interroger sur qu'est-ce qui m'anime, quelles sont les valeurs que je porte, comment j'envisage, quelle est ma vision de mon métier, comment j'aimerais avoir un impact positif sur la société, etc. Donc il faut vraiment faire ce travail sur soi, d'introspection. Et donc du coup, le deuxième conseil, c'est de se faire accompagner. Donc là, c'est obligatoire. Pour moi, c'est vraiment euh, indissociable. Le troisième conseil, c'est d'être visible, voilà, d'expliquer qui on est, d'expliquer ce que l'on fait. Donc ça, c'est important de le faire. Et puis le quatrième point que je vois, c'est il faut être déterminé. Voilà. Il ne faut rien lâcher, foncer. Il y a besoin d'agir, donc il faut y aller. Ça, dans le cadre de l'entrepreneuriat, on est d'accord que si on n'a pas cet esprit-là, ça risque d'être un petit peu compliqué, hein. Bon, les missions locales sont là pour vous accompagner, bien évidemment, vous le savez. Il y a plein de structures qui font ça. Tu en as abordé quelques-unes tout à l'heure aussi, dans le cadre de ton projet à toi, qui partait quand même d'un moment où tu étais salarié. Selon votre situation, il y a des choses qui s'y prêtent plus ou moins. Mais en tout cas, il y a toujours la possibilité d'être accompagné, c'est hyper important. Alors, maintenant, il faut pouvoir travailler avec et pour des gens. Comment on va convaincre nos entreprises françaises de prendre part au mouvement de la transition écologique? Alors, je sais que c'est pas forcément facile pour les entreprises toujours d'avoir du recul, même s'il y a une volonté de bien faire, parce qu'elles ont, de par leurs activités, la tête dans le guidon. Tout simplement, je pense que ce qui doit guider l'entreprise, c'est le bon sens. Parce que finalement, en se lançant dans une démarche de transition écologique, tout d'abord, ça valorise son image de marque. Voilà. Si tant est qu'on ne soit pas voilà, dans du greenwashing. Le deuxième point également, c'est que ça peut attirer aussi de jeunes talents éventuellement et des recrutements qui peuvent être très intéressants. L'autre point qui peut être intéressant, c'est que ça peut permettre aussi de capter des financements ou du soutien de la part du pouvoir public. Et un dernier point également, et je trouve que voilà, sur le plan humain et même productivité, ça peut être très intéressant, c'est de fédérer les équipes.
Voilà. Et il y a des beaux exemples aussi comme ça d'entreprises qui se sont lancées dans ce type de démarche avec une vraie dynamique interne. Et donc ça, c'est chouette. De belles perspectives pour l'avenir. Alors, je viens de jeter un petit coup d'œil au chat, voir s'il y avait des viewers qui posaient des questions, mais il semblerait que non. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu souhaitais ajouter, quelque chose que tu avais envie de dire aujourd'hui, que ce soit pour promouvoir ce que tu fais ou même sur des structures avec qui tu travailles, enfin peu importe. Oui, bah, tout d'abord, je vous remercie de l'invitation. C'est toujours très important. Merci aussi de m'avoir voilà, permis de pouvoir communiquer aux gens qui sont engagés sur le terrain. Et bah, écoutez, non, tout est. Je crois que j'ai dit ce que je souhaitais. Et puis, bah, voilà, j'espère avoir fait passer la passion que j'ai en fait pour ces deux domaines-là. Mais voilà, donc pensez quand même en dernier lieu à se spécialiser. Et puis peut-être quand même aussi un petit mot sur l'application de la permaculture dans d'autres domaines, parce qu'il y en a qui sont toujours très novateurs. Je pense notamment aux entreprises régénératives. Donc ça, c'est aussi une application aux entreprises de la permaculture qui souhaitent aller plus loin qu'une démarche RSE. Et puis, on parle également de permaculture sociale. Voilà, donc ça, ce sont des permaculteurs ou des permacultrices qui sont capables d'animer, en fait, de faciliter la coopération dans les structures humaines. Voilà. C'est d'autres exemples d'adaptabilité de la permaculture dans d'autres pans de la société, quoi. Bon, la permaculture, c'est finalement quelque chose de beaucoup plus conséquent que ce qu'on peut avoir en tête au démarrage. On est bien au-delà de notre petit jardin, on est bien au-delà le simple fait de cultiver, en fait. On est bien, bien au-delà. Quoique, finalement, on peut peut-être dire qu'on cultive plein d'autres choses que simplement nos légumes et nos fruits. En tout cas, merci beaucoup, Arnaud, parce que c'était un échange très intéressant, très enrichissant. On était ravis de t'accueillir ici. Et puis, si ça peut promouvoir aussi ce que tu proposes, c'est super. Je le redis, rendez-vous sur le site de Permagogie pour voir les formations qui sont proposées par Arnaud et pour suivre la suite de ses aventures. Pour l'instant, présent sur LinkedIn, bientôt sur les autres réseaux, je pense. Une chose après l'autre, je crois que tu l'as très justement dit tout à l'heure, c'est important. Voilà, c'était l'occasion d'en apprendre un petit peu plus sur les efforts de permagogie, pardon, je vais y arriver, pour un avenir plus vert en tout cas. À vous les viewers, merci de nous avoir accompagnés pour ce moment. C'était très chouette. Je vous propose de nous retrouver tout bientôt pour un prochain numéro de Green Jean, le talk vert pour les pros. À très vite.